Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, le grand témoin. Un entretien animé par Nathalie Croiset. Bonjour à vous toutes et vous tous, ravis de vous accueillir pour ce rendez-vous du Mondial du bâtiment en live depuis les studios de Bâti Radio. C'est déjà la 12e édition, le Mondial du bâtiment qui aura lieu précisément du 3 au 6 octobre prochain à la porte de Versailles de Paris. Les organisateurs Aix-France, la FISB et Uniclimat continuent de vous informer. C'est pourquoi Batimat, Idéobain et Interclimat vous proposent une émission en live tous les premiers vendredis du mois afin de vous éclairer sur les transformations dans le secteur du bâtiment et de décrypter les grandes tendances de la construction. Mais pas seulement, on va dire, les grandes tendances, si l'on peut dire. On souhaitait vraiment parler des sujets climat ce mois-ci. C'est pourquoi on est ravis d'accueillir en tant que grand témoin Hervé Letreut. Bonjour. 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 Alors, on vous définit, on va dire, on résume comme climatologue, qui est le mot qu'on entend beaucoup circuler. Vous avez quand même participé aux 5 premiers rapports du GIEC. Là, on en est déjà au 6e. On va en parler dans un instant. Vous êtes professeur à l'université Pierre et Marie Curie, membre de l'Académie des sciences, avec des travaux qui portent sur la modélisation numérique du système climatique et la compréhension, on va dire, des perturbations radiatives du climat. Vous pourrez nous en expliquer peut-être un peu plus ce qu'il en est derrière pour qu'on puisse le comprendre. Et donc, je disais aussi, vous êtes l'auteur aussi de nombreux ouvrages et aussi pour le grand public, parce que c'est tout l'enjeu sur ces sujets d'adaptation au changement climatique. Alors, dans l'actualité, si on a souhaité vous recevoir, c'est que prochainement, là on est le vendredi 1er avril, et bien le 4 avril, un nouveau rapport du GIEC va être publié sur les scénarios qui peuvent permettre encore, on va dire, de limiter le réchauffement climatique. On va en parler, ça va nous servir un petit peu, on va dire, de fil rouge. Mais j'ai d'abord envie de commencer par un sujet. Bon, alors peut-être que vous allez vous dire, ça va m'agacer, je ne sais pas. On sait bien que le deuxième volet du rapport du GIEC, c'était publié le 28 février dernier. Le 24 février, c'était début de la guerre en Ukraine. On va dire c'est complètement passé à la trappe, le sujet. Oui, c'est quelque chose qui n'a pas été marquant, on peut le dire, dans cette période-là. Alors je pense aussi que le travail qui est fait par le GIEC, c'est un travail qui trouve toujours aussi sa finalité tranquillement, je dirais, parce que le travail qui est derrière ce qui est fait par le GIEC, c'est quelque chose d'énorme. La manière de se l'approprier, c'est aussi quelque chose qui prend du temps. Donc, bien sûr, il y a toujours un effet de présentation initiale. Je pense que ces rapports sont des rapports qui restent là pendant... Là, c'est un peu plus, mais 6 ans, généralement, quelque chose comme ça. Donc, le travail du GIEC est un travail de fond, quand même, avant tout. Et bien sûr, c'est toujours dommage de voir qu'effectivement, mais voilà, les circonstances, en l'occurrence, c'était vraiment des circonstances particulières. Oui, on va dire qu'il y avait une urgence, entre guillemets, une réalité dramatique, plus que dramatique, d'ailleurs tragique, qui était à quelques pas de là. Donc on a comptabilisé grosso modo 3 minutes qui étaient dédiées à ce rapport dans les journaux télévisés, dans les médias mainstream, comme on le dit. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez commencé à dire sur ce travail, on va dire, sur du long terme. Ici, c'est important aussi pour les acteurs du secteur du bâtiment, de la construction, de l'architecture qui nous suivent, de mieux comprendre ce qu'est le GIEC, comment les experts, tous ces scientifiques, travaillent aussi sur ce sujet, parce que c'est important pour nous d'être un peu éclairés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat ? Oui, alors le GIEC, c'est quelque chose qui a d'abord été créé il y a longtemps maintenant, qui a pour but de permettre à un public qui n'est pas un grand public nécessairement, qui est un public qui doit, des personnes qui veulent utiliser en fait le savoir des scientifiques, donc de donner ce savoir scientifique dans un cadre qui soit complètement défini pour être le plus incontestable possible. Donc, le GIEC s'appuie sur des travaux qui sont faits dans tous les laboratoires de la planète. Et ce qui est fait, c'est ce qu'on appelle en anglais assessment. C'est un peu plus difficile à décrire peut-être avec des mots français, mais consiste à essayer de chercher dans tout ce que l'on a pu définir comme nouveauté dans ce qui est en train de se passer dans le système dans lequel on vit, de manière la plus précise possible, la plus
Et cette manière la plus précise possible doit renvoyer donc à des consensus. Donc le GIEC fonctionne en fait en essayant de définir les éléments de consensus, les éléments qui ne font pas consensus, d'un ensemble qui est un ensemble très, très large, puisque c'est l'entièreté de la communauté scientifique, dans tous les laboratoires qui Donc ça veut dire dans le monde entier. Dans le monde entier. Ça représente combien d'experts à peu près, hein? Oh, je n'ai jamais réussi à faire le compte de manière précise, mais c'est peut-être pas des milliers de personnes chaque fois, mais enfin, c'est beaucoup de personnes. On ne doit pas en être très loin. Après, les gens qui travaillent directement pour la rédaction de ces documents, c'est un ensemble qui est plus faible. La force du GIEC, ça a été d'essayer de définir un outil qui soit à la fois un outil de consensus et un outil qui engage les citoyens, mais aussi les hommes politiques et les gens qui sont concernés en fait par ces problèmes-là. Alors c'est un engagement assez particulier parce que quand le GIEC dit des choses, il les dit au nom du travail de recension qui a été fait par les personnes qui ont participé à cet exercice, à la manière. Mais à la fin, il y a un exercice un peu différent qui est d'avoir une validation par les différents États. C'est-à-dire que les États amènent, il y a une semaine à la fin, où on ne prend pas l'ensemble des documents, parce que ça serait trop lourd, mais les documents les plus importants, donc ça s'appelle la revue pour les décideurs. Et cette revue pour les décideurs, elle est validée par aussi les États. Et c'est un jeu un petit peu particulier. Alors souvent, les gens qui participent en tant que scientifiques participent aussi au niveau des États. Mais enfin, généralement, il y a quand même aussi une séparation assez forte. Et puis, il y a des États qui ont des visions de ce que peut être le futur, qui sont différentes. Et pour moi, parce que je me rappelle un peu des débuts de tout cela, je pensais que ça amènerait sans doute à quelque chose d'un peu plat, c'est-à-dire qu'une fois que tout le monde aurait dit ce qu'ils pensaient, bon, on resterait avec un texte final qui serait très, très limité. En fait, ça n'a jamais été le cas. En fait, ce qui s'est produit, c'est que le travail, qui est un travail très approfondi, donc de lecture, de mise en place de ce qu'on peut comprendre et qu'on doit... permet en fait au contraire des convergences extrêmement fortes qui se marquent, qui s'imposent aux autres, qui s'imposent à tous les gens qui ont fait le travail. Et au bout du compte, on a eu des textes qui ont été des textes toujours extrêmement forts, issus du GIEC. Alors, ceci dit, le GIEC ne dit pas tout. Le GIEC, a été créé surtout au départ pour les problématiques vraiment physiques. Comment est-ce que le climat change et pourquoi et comment et qu'est-ce qu'on peut comprendre. Ça répond pas à tout. On a eu cette guerre dont vous parliez. Les décideurs ont justement à la prendre en charge. C'est pas le GIEC qui peut aider à faire ça. Donc il faut faire attention aussi à pas surestimer ce qu'est le mandat du GIEC. Le mandat du GIEC est de manière extrêmement difficile parce qu'il s'agit vraiment si un État dit qu'il n'est pas d'accord avec tel ou tel chapitre ou tel document. On élimine en fait D'accord, donc la décision finale, elle revient aux États. Mais quand même, on a souvent parlé... Elle revient pas aux États. C'est-à-dire, ce qui revient, c'est qu'il y a une partie des documents qui va être mis de côté. Mis de côté parce que les États ne veulent pas que ce soit indiqué. Et ça vaut de manière équivalente pour les auteurs. Si les auteurs ne veulent pas, ils ont le droit de dire non. Alors, mais il y a quand même un dialogue, on va dire, qui s'est instauré. On a dit pendant un temps qu'on n'écoutait peut-être pas vraiment les scientifiques. On commence quand même largement à les écouter. Vous ne pouvez pas dire le contraire, Hervé Le Treut, vous qui avez participé, je disais, à 5 rapports du GIEC. Oui, bien sûr. Il y a un changement qui est énorme par rapport aux premières années. D'ailleurs, aux premières années, on ne disait jamais GIEC parce qu'on n'avait pas encore un mot français pour dire cela. Donc, on parlait de l'IPCC. Et donc, la manière dont ça a grandi petit à petit est quelque chose qui est assez remarquable.
ça donne quelquefois le sentiment de répétition. On a eu des remarques de ce type-là lors des derniers rapports du GIEC. En fait, c'est quand même, quand on veut le regarder de manière précise, une manière de s'approprier en fait ce qui est en train de se passer, qui est quelque chose d'extrêmement fort, extrêmement rapide au niveau des enjeux climatiques, de se l'approprier d'une manière qui est partielle, mais qui donne quand même beaucoup d'éléments très forts. Oui, ben vous êtes là aussi, j'allais dire, enfin, le GIEC est là pour tirer la sonnette d'alarme avec encore des chiffres là dans le dernier rapport, en fait, qui peuvent faire froid dans le dos, qui annoncent que d'ici 2030, et on va dire 2030, c'est pratiquement demain, on peut avoir jusqu'à 132 millions de personnes qui basculent dans l'extrême pauvreté. D'ici 2050, 1 milliard de personnes menacées par la montée des eaux. Je lis quelques chiffres. Si on regarde en France, on peut être directement impacté. Ça, je pense que ça peut parler avec 4000 morts par an liés à des vagues de chaleur ou encore à des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, on avait parlé du fameux 1,5 degré, peut-être pour l'expliquer, hein, ceux qui nous parlent. On nous dit que cette année, enfin non, même l'année dernière, on était déjà à une hausse de 1,1 degré. Alors souvent, ça parle pas aux gens, en fait, une hausse de 1,1 degré. Les gens se disent, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, s'il fait 20 degrés au lieu de 19, on va pas en mourir. Voilà, les problématiques des chiffres sont toujours des problématiques un peu difficiles parce que effectivement, on est face à un système terrestre dont on comprend pas toujours bien la finesse d'une certaine manière. Sur ce qu'on appelle le l'Holocène, c'est une période déjà assez longue dans laquelle tout ce qui s'est fait au niveau humain de rapide, c'est quand on est resté pendant une période très longue sur quelque chose d'extraordinairement stable. Le climat, dans toute la période qui est celle qui est en train de se finir, disons, à cause de nos activités, et c'était un climat extraordinairement stable, et ce climat extraordinairement stable, c'est celui qui a permis le développement de nos sociétés, de tout ce qui s'est développé à cette époque-là. Il y avait eu avant, hein, avec les humains aussi, d'autres épisodes avec des glaciations. Mais là, ça fait une période de centaines, oui, je ne vais pas donner de chiffres, mais trop précis au risque de dire des choses qui sont inexactes. Mais on est sur une période aujourd'hui qui est une rupture par rapport à tout ce qui a pu se passer auparavant. À cause du phénomène d'accélération, c'est ça? Alors c'est parce qu'on a émis des gaz à effet de serre, que ces gaz à effet de serre se stockent dans l'atmosphère. Donc on a émis, c'est la responsabilité humaine. C'est la responsabilité humaine. Je pense que humaine. Maintenant c'est quasiment acté, on va dire, par tout le monde. C'est acté dans le principe général. Par contre, la manière dont ça se présente et justement la compréhension de ce que sont les enjeux vraiment qui posent problème, qui vont créer des situations différentes, ça c'est beaucoup moins bien compris aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, le climat change, mais il ne change pas de manière très, très, très simple. Alors d'abord, comme vous disiez, les chiffres paraissent très petits, mais les chiffres ne sont pas petits parce qu'ils sont la rupture, le point de rupture de quelque chose qui a été au contraire extraordinairement stable. Et c'est cette stabilité qui nous a permis d'être ce que l'on est sur notre planète. Donc si on parle d'une hausse de 1 ou 2 degrés, finalement, on quitte totalement la stabilité, si on veut, même si ça semble... Oui, oui. En fait, on est très loin on devient très loin de la stabilité avec quelques degrés. Le meilleur équivalent qu'on puisse donner, c'est celui de la température humaine. En fait, quand on passe de quelques degrés, de 2-3 degrés, les gens aujourd'hui qui ont un Covid avec quelques degrés, ils ne trouvent pas que c'est anodin. Non, que c'est anodin. Non, mais c'est intéressant comme parallèle, c'est la première fois que je l'entends, parce que beaucoup de personnes, comme je le disais, se disent, oh là là, 1 degré, 2 degrés, c'est pas si grave que ça, mais analogie avec le corps humain, ça parle beaucoup. Ce sont des choses qui... L'analogie peut se poursuivre relativement à différents niveaux, effectivement. Donc en fait, le problème climatique, il est pas toujours bien compris parce que on est dans un domaine qui est en fait en train d'évoluer de manière extraordinairement rapide. Moi, je suis surpris parce qu'on a commencé la vraie prise de compréhension de ces enjeux-là, c'est les années 50. À peu près, là, il y a des gens qui
commence à être capable de mesurer le CO2 qui rentre dans l'atmosphère. Il y en a assez peu encore à cette époque, mais il y a des moyens de bien les surveiller. On voit que ça augmente, on voit que les océans ne seront pas capables de capter cela. D'ailleurs, c'est peut-être pas une bonne chose s'ils arrivaient à le faire, mais en tout cas, ça permettrait éventuellement d'avoir au niveau atmosphérique des climats moins chauds. Et ce phénomène-là s'est installé au fil des années comme quelque chose qui a été toujours croissant. À une première phase où c'était croissant, mais visible seulement par le travail des scientifiques, c'était pas encore visible dans le monde, entre guillemets, réel, accessible aux non-scientifiques. Et puis dans les années 90, à peu près, on est arrivé quand même à un stade où beaucoup de choses devenaient visibles. Et maintenant, on y est en plein, c'est-à-dire qu'on a dépassé un peu ces seuils-là. Vous parliez des chiffres qui sont ceux qui viennent du GIEC sur les prochaines années. Oui, c'est des chiffres qui sont extrêmement inquiétants, en fait, parce que on a émis beaucoup de gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre se stockent dans l'atmosphère. Par exemple, ce qu'on appelle la demi-vie du CO2, ça veut dire que c'est un siècle. Cette demi-vie, ça veut dire qu'au bout d'un siècle, la moitié des gaz à effet de serre qui ont été émis dans l'atmosphère sont toujours présents. Alors, c'est pas présent, c'est des molécules différentes, mais enfin, bien sûr. Mais c'est présent. Et disons, ça s'installe de façon durable, en tout cas. Ça s'installe de façon durable, mais plus que cela, puisque c'est cumulatif. C'est cumulatif. Donc, on émet des gaz à effet de serre. On peut penser que c'est un petit peu comme le jour où on voudra nettoyer tout ça, on passera un petit coup de chiffon. Non, on engage le futur de manière extrêmement forte, sur des périodes extrêmement longues. Et donc, les conséquences que cela a sont des conséquences qui, parfois, sont un petit peu oubliées. On voit bien que tout le monde sait qu'il y a un changement climatique, mais très peu de gens imaginent que ça va les poursuivre eux et puis leurs descendants. C'est peut-être la difficulté qu'on a à se projeter et à se projeter aussi vers des perspectives qui sont négatives. Personne n'a envie de le faire. Alors, les chiffres, vous en parlez avec le Treut, ils ne sont pas engageants. Là encore, il y a quelques jours, un nouveau record de chaleur du côté de l'Antarctique. Moins 12 degrés de température, alors que d'ordinaire, on est autour de moins 50. Donc, on peut dire que c'est vraiment un chiffre, là encore, qui prouve qu'il y a un vrai dérèglement. Mais on a envie de se dire, et d'ailleurs c'est le prochain rapport du GIEC qui va proposer aussi des solutions, on va dire, on a les moyens d'agir encore maintenant, de revenir les 1,5 degrés, on va les atteindre de hausse, on ne peut pas faire autrement. Revenir en arrière, c'est quelque chose de très difficile pour des tas de raisons. D'abord parce que on est devenus très nombreux sur cette planète. Moi, on était 3 milliards quand j'étais à l'école primaire. On est aujourd'hui à presque le triple. Donc, et on a quand même réussi à survivre. Donc, je dirais, il ne faut pas non plus être d'un pessimisme exagéré. D'ailleurs, certains disent, mais l'homme s'adaptera très bien. L'homme s'adapte. C'est un peu la réponse que peuvent apporter certains. Oui, je pense que c'est... La réalité, effectivement, est pas celle-là. La réalité, c'est qu'il y a un problème. Le problème, il est là, il est fort, il est important. Il va conditionner beaucoup de choses. Il est surtout rapide. Je pense que ce qui fait la plus grande difficulté, c'est la rapidité. Et puis, il est aussi différencié. Il y a des pays qui vont souffrir beaucoup plus que d'autres. Les pays qui sont dans la zone équatoriale, par exemple, vont souvent être dans des conditions de non-habitabilité des endroits où ils sont. Donc il y a beaucoup de choses qui méritent attention. Je crois qu'on n'est pas condamné à disparaître. Quand on dit que l'homme va disparaître, on n'a jamais été aussi nombreux sur la planète. Mais par contre, on va devoir vivre de manière... et concevoir nos actions, de manière différente. On doit recréer un monde différent. Est-ce que c'est le fameux mot dont on entend beaucoup parler de sobriété? On ne sait pas trop ce qu'il y a finalement derrière, mais se dire peut-être on va consommer moins, vivre autrement, dépenser moins, peut-être consommer aussi moins d'énergie. On le voit dans un contexte aussi avec la hausse des prix de l'énergie où il y a des questions à se poser. Est-ce que la sobriété, ça peut être une réalité pour l'homme ? Je pense qu'il faut effectivement éviter tout ce qui est gaspillage, tout ce qui est inutile, tout ce qui a été fait avec des perspectives qui n'étaient pas nécessaires. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être gagnées là-dessus.
À terme, je pense que ça ne suffira pas. Et à terme relativement rapide, parce que même si on prend tout cela en exemple, d'abord, on n'est pas tout seul. Alors, les gaz à effet de serre se mélangent à l'échelle de la planète très rapidement. Donc nous, on dépend de ce qui se passe un peu partout sur la planète. C'est pas comme le nuage de Tchernobyl qui s'arrête à la frontière. Hein, non, ça passe partout. mais en plus, c'est un nuage. Celui de Tchernobyl n'allait pas jusqu'à la Chine, mais là, nos gaz à effet de serre sont partout. Hein, et en quelques semaines, c'est quelque chose d'extrêmement rapide. Donc, quelques semaines pour un hémisphère et un peu plus pour l'ensemble des deux hémisphères. Mais donc, en fait, on est face à un système qui est un système que l'on doit, qui doit être sujet à des anticipations. On doit travailler aujourd'hui beaucoup à imaginer peut-être ce que sera le futur, peut-être à éduquer les jeunes pour être en capacité d'imaginer très vite ou de réagir très vite. On a beaucoup d'idées sur ce que pourrait être le futur, mais on n'a pas non plus de certitude de ce qui va se passer. Donc je crois que c'est très important aujourd'hui de bien séparer deux choses. D'abord, on a besoin d'agir très vite. Alors là, tout ce qui est petits gestes, c'est important. Mais en même temps, on a besoin de prendre le bon chemin, celui qui va nous mettre dans une bonne direction dans 20 ans, dans 30 ans. Et ça, par contre, ça passe par des choses qui seront nécessairement un peu plus fortes, qui demandent à être définies, qui demandent à continuer à agir au niveau des décisions variées, sur le plan scientifique, sur le plan humain, sur le plan... je crois qu'on doit surtout pas laisser tomber cette idée que beaucoup de choses vont se jouer dans un temps qui est un temps lent. Les gaz à effet de serre, comme je l'ai dit, ils se mettent dans l'atmosphère, ils y restent, c'est silencieux, ils s'accumulent année après année, même jour après jour, on ne le voit pas. Et il faut réagir face à cela parce que ça ne peut pas s'empêcher. En fait, c'est quelque chose qu'on a déjà, enfin le mal a déjà été fait. Oui. Et alors pour ceux qui nous écoutent, en particulier à la filière du bâtiment, de la construction, de l'architecture, on sait l'impact qu'a le bâtiment sur les émissions de gaz à effet de serre, un deuxième secteur le plus émetteur. Ici, on parle de solutions. On va parler dans un instant d'ailleurs de décarboner l'acte de construire. J'entends souvent les acteurs dire qu'ils sont prêts, mais quelque part, il faut leur laisser aussi du temps, le temps de justement de passer à l'action, de trouver des solutions. Vous voyez, quand on parle de zones où à faible émission dans les villes, ok, mais comment je fais mon chantier, quelle solution je trouve, est-ce que j'ai pas de l'électrique encore, l'hydrogène, on sait bien que c'est encore dans un horizon lointain, c'est complexe, et on peut comprendre cette complexité pour particulièrement l'entreprise du bâtiment, mais tout le monde, de dire il y a une urgence d'un côté, et puis de l'autre, quelle solution je mets en place? Je pense que oui, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Je crois qu'on a besoin de prendre des mesures vraiment rapides par rapport à ce qui se passe, parce que les émissions de gaz à effet de serre continuent de croître. Elles sont et ça, c'est peut-être ce qu'on a vu dans les derniers rapports du GIEC. Peut-être pour moi de plus fondamental, c'est que ça continue. La croissance de ces émissions continue et donc on doit être le plus possible en action par rapport à ça. Quitte à se tromper un peu, puis à prendre des directions différentes au moment voulu. Mais ce que vous voulez dire, c'est l'inscrire dans une stratégie, par exemple, d'entreprise, une vraie prise de conscience, avoir des feuilles de route, neutralité carbone, l'intégrer finalement dans ces sujets. Tout ça, c'est nécessaire, je pense. Il y a une chose qu'on a du mal souvent à montrer, c'est que quand on dit qu'on est sur un domaine évolutif, ça veut dire qu'on devra anticiper ce qui va se passer. Et ça va très vite, en fait. Il y a des choses qui se font maintenant qui n'auront pas le même sens dans 10 ans, bien sûr. dans 20 ans. Donc, c'est pratiquement irréversible. Il y a beaucoup d'éléments qui sont irréversibles. Aujourd'hui, la chaleur se stocke dans les océans. On ne sait pas exactement comment elle en sortira, si elle en sortira. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'on doit... L'anticipation est quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on peut créer. Et encore plus, parce que le bâtiment, c'est quand même un domaine qui amène des constructions qui vont rester longtemps. Exactement. Et donc, c'est très important
d'essayer d'anticiper au maximum ce qui peut se faire. Alors peut-être construire ou éviter de construire. Certains disent allons à fond dans la rénovation. On en parle beaucoup ici de rénovation énergétique pour peut-être éviter de rajouter des bâtiments et de consommer je sais pas toujours bien, plus. Effectivement, moi, je suis pas. Vous n'êtes pas un spécialiste. Voilà, je ne suis pas dans mon rôle par rapport à ça, mais je sais que ce qui est la nécessité d'essayer d'anticiper au maximum. Ça tient bien sûr des problèmes d'éducation, ça tient bien sûr de la formation des gens, de ce qu'ils comprennent, même de l'intuition qu'ils peuvent avoir par rapport au futur. Mais je crois que c'est important de ne pas rester bloqué sur ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, Hervé Letreut, je vous interromps, mais c'est vrai que vous parlez d'éducation. Vous, je disais, vous faites des ouvrages grand public. Récemment, vous avez aidé à rédiger aussi, à rassembler, à compacter les 4000 pages, c'est ça, en version, on va dire, complète du rapport du GIEC, en 70 pages pour notamment les maires, c'est ça, pour qu'ils puissent comprendre le sujet. Donc, comme aussi les acteurs qui nous suivent, parce que décortiquer un rapport du GIEC, ça va peut-être pas être simple. Oui, j'ai un petit peu hésité, parce qu'effectivement, presque... Le rapport du GIEC, ça a un petit côté presque sacré pour nos... Mais donc, le résumé comme cela, ça m'a... Oui, mais enfin, vous le connaissez bien pour l'avoir pratiqué, j'allais dire. Mais je pense que, par contre, c'est très important, effectivement, de pouvoir aller un cran au-delà de ce que les gens comprennent d'habitude. Et les résumés du GIEC, les résumés pour décideurs du GIEC, sont des résumés complexes. Il n'y a pas... Et je parlais tout à l'heure du fait que les rapports du GIEC sont des rapports qui permettent un consensus. Ce consensus s'acquiert auprès d'une certaine complexité dans la manière d'écrire les choses. Donc il y a besoin, je pense, de revenir vers les élus en particulier pour leur laisser entrevoir quand même un peu mieux ce que sont les enjeux. Surtout qu'on les voit souvent engagés, même si vous ne suivez pas de près ce secteur, mais souvent ils sont porteurs dans le secteur du bâtiment, parce qu'eux-mêmes, ils ont des bâtiments publics à rénover, ils sont près des bailleurs sociaux, donc ils ont des choses à faire. Donc ils ont besoin de comprendre aussi ces sujets-là. Oui, alors moi je connais mieux le domaine, ça fait pas mal d'années que je travaille en région Aquitaine, qui est ma région d'origine, pour... regarder ce qui peut se passer dans une région. Et c'est vrai que les enjeux ne sont pas toujours perçus immédiatement. Donc c'est très important que le public puisse s'en saisir le plus facilement. Et dans le public, il y a tous les gens qui travaillent sur ces problèmes aussi, bien sûr. Alors qu'est-ce que vous auriez envie, j'allais dire, Hervé Letreut, de dire en conclusion? Parce que d'un côté, on voit des chiffres qui sont alarmants, une réalité où vous dites c'est difficile de revenir en arrière. Mais bon, en même temps, on peut encore, si je puis dire. Si vous voulez, on est là sur la planète, on va continuer à vivre pour beaucoup d'entre nous, je pense. Donc je crois qu'il faut affronter les choses. Il faut affronter les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire en faire un diagnostic le plus clair possible. Et puis je crois... J'aime pas trop les... Il y a une forme d'éco-anxiété qui naît souvent de nos discours. Moi, ça m'a marqué un peu, à un moment donné, de voir que nos alertes devenaient en fait permettaient en fait une anxiété assez grande chez beaucoup de gens. C'est pas le but. Le but, c'est effectivement, au contraire, d'essayer d'avancer par rapport à ces enjeux-là, sachant qu'il y a malheureusement des choses sur lesquelles effectivement on ne reviendra pas en arrière. Mais ça ne veut pas dire que tout est bloqué. Et donc, ça, on va dire que c'est un message, on va dire, engageant et encourageant pour ceux qui nous suivent. En tout cas, les organisateurs de ce rendez-vous du Mondial du bâtiment souhaitaient vraiment traiter ce sujet parce qu'il est au centre finalement de beaucoup des échanges qu'on a ici. Donc, c'était important que vous veniez en tant que grand témoin. Merci à vous, Hervé Letreut. Merci à vous aussi. Climatologue, professeur à l'université Pierre et Marie Curie. Et d'ailleurs, un mot du programme. Comme je vous le disais, on va avoir le climat beaucoup en filigrane de toute cette émission, puisque dans un instant, dans le grand dossier, on va parler de décarboner l'acte de construire. On va zoomer aussi sur un projet emblématique, une rénovation de 160 habitations à Wattrelos. Et là, on est dans un programme on va dire, d'accélération de la rénovation énergétique. On va décrypter aussi le décret tertiaire. Puis dans la séquence métiers d'avenir, on va parler d'excellence avec les WorldSkills. Vous allez en savoir un peu plus sur ce concours. On parlera aussi d'îlots de quartier et aussi le numérique qui peut nous servir aussi à faire bouger les choses dans améliorer nos lieux de vie. Enjeu d'avenir aussi, la construction 4.0 et on parlera de la notion de coût global. Et puis on terminera comme toujours avec tendance et design. C'est toujours bien de savoir
savoir ce qui se passe à l'intérieur de la maison avec le rafraîchissement passif et le rôle de l'architecte d'intérieur. Vous voyez, encore un programme très chargé, donc on va enchaîner dans un instant avec le grand dossier.